Bonjour, soyez les bienvenus pour ce webinaire Aider un salarié à reprendre le travail après un AVC ou un traumatisme crânien destiné aux DRH, managers et dirigeants. Alors, comme vous le savez, en tant que groupe associatif de protection sociale, Alptis a à cœur d'accompagner et de protéger le parcours de vie de chacun. Or, parfois, sur ce parcours, on peut rencontrer la case maladie. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux lésions cérébrales acquises, important, acquises. Et ce webinaire s'adresse donc tout particulièrement aux DRH, aux managers, aux dirigeants qui sont souvent bien démunis lorsqu'ils sont confrontés à la situation. Docteur Laurent Viard, vous êtes médecin de médecine physique et de réadaptation, ce qu'on appelle MPR, et médecin coordinateur UEROS au CHU de Bordeaux. Je vous laisserai le soin de nous décrypter les acronymes, vous le ferez bien mieux que moi. Vous êtes également donc médecin MPR au sein du cabinet de rééducation multidisciplinaire des affections neurologiques à Bordeaux et président de l'association CLANA, qui signifie cérébro-lésions acquises en Nouvelle-Aquitaine. Donc docteur Laurent Viard, avant de parler des conséquences des lésions cérébrales et de recommandations à destination des managers pour gérer le retour au travail d'un collaborateur, commençons déjà par présenter la structure du cerveau et du coup, quelles sont les grandes structures neuroanatomiques qui le composent? Qu'est-ce que le cerveau? Effectivement, je ne vais pas vous faire un cours entier sur le cerveau, mais il est indispensable de savoir de quoi on parle pour ensuite mieux prendre en charge les salariés qui vont retourner au travail avec un cerveau lésé. Alors, on est souvent un peu effrayé sur le cerveau parce que euh, il y a un message un peu dans le grand public qui dit on ne connaît pas le cerveau, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est très compliqué. Oui, certes, mais en fait, finalement, on connaît assez bien le cerveau. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, c'est l'organe principal du système nerveux central. Et donc, ça veut dire que le cerveau, il va commander tous les nerfs et finalement tout le corps. Oui, j'allais vous demander, du coup, comment fonctionne ce cerveau normalement? C'est-à-dire, merci de nous faire aussi un rappel ou une présentation initiale pour certains de la façon dont se présente le cerveau normal et quelles sont les fonctions corticales associées. Alors, le cerveau normal, il faut s'imaginer, alors c'est un organe. Les gens oublient que c'est un organe comme le cœur, le foie, etc. Constitué de cellules. Constitué de cellules, c'est comme une espèce de grosse boule gélatineuse qui fait à peu près 1,4 kg. Mais dans cette boule gélatineuse, il y a un mécanisme incroyablement complexe qui est composé de 100 milliards de neurones et de 300 000 milliards de connexions. Donc c'est pour ça que c'est très très complexe. Donc le cerveau, c'est aussi l'organisateur de notre vie personnelle et l'organisateur de toute notre vie sociale, professionnelle, à la fois consciente et inconsciente. Et le fait qu'il y ait cette histoire d'inconscient qui est important fait que pendant longtemps, on a considéré le cerveau comme étant extrêmement mystérieux. Donc ça, c'est une diapo pour montrer la complexité des fibres cérébrales. Ce sont juste les connexions. C'est très joli, mais ça représente donc les connexions cérébrales, c'est-à-dire entre les neurones à l'intérieur du Voilà. cerveau. Donc là, vous avez en gros les 300 000 milliards de connexions, et ça encore, ce sont les connexions les plus grosses. Alors, normalement, donc notre cerveau, il produit des influx électriques, des influx nerveux. Donc, il est composé de neurones, ce sont des mini-batteries qui envoient en gros du courant électrique dans tout un flux de canaux et qui vont correspondre les uns avec les autres. Et donc, en fait, dans le cerveau, il va y avoir un transport d'informations en partie électrique et il va y avoir aussi un échange de substances neurohormonales dont certaines on connaît bien, l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, des substances qui vont plutôt exciter le cerveau dans différentes composantes. Donc notre cerveau, comment il fonctionne? Il a besoin de beaucoup de sucre et beaucoup d'oxygène pour fonctionner. Et il a tout un réseau
d'artères et de veines extrêmement importants pour apporter l'alimentation au cerveau et pour le nettoyer. Et donc ces artères sont particulièrement fragiles et peuvent risquer d'être bouchées et donc de donner, on le verra par la suite, des accidents vasculaires. Sur la diapositive, là, je notais qu'il y avait la notion de plasticité cérébrale, c'est-à-dire que quand on a eu une lésion du cerveau, il y a une certaine capacité de réparation. Alors, si on va aller un petit peu plus loin, classiquement, le cerveau, il est distingué en trois couches, même si cette classification de MacLean est un peu remise en cause actuellement. Mais enfin, pour comprendre en gros le cerveau, c'est déjà très suffisant. Il faut s'imaginer qu'on a une première couche qu'on appelait reptilienne, qu'on appelle aujourd'hui le cerveau autonome, qui est situé au niveau du cou et de la base du crâne. C'est toutes les grandes fonctions vitales. Un cerveau qu'on appelle la couche limbique, c'est, on va dire, le cerveau inconscient des émotions et des comportements. Et au-dessus, une couche qu'on appelle néocorticale, qui est la couche du cerveau conscient, du raisonnement, de la planification, de l'organisation. Voilà, c'est pour aller très très vite. Dans la partie, on va dire, corticale du cerveau, sachez que le cerveau est découpé en plusieurs aires corticales et chacune a ses différentes fonctions. Par exemple, la fonction du langage, la fonction de vision, la fonction de motricité et une au niveau de ce qu'on appelle le lobe préfrontal devant, qui sont toutes les fonctions d'organisation et de planification et qui sont souvent peu visibles d'un prime abord et qu'on peut appeler un handicap invisible. Voilà quelques images d'IRM fonctionnel. Aujourd'hui, on est capable d'analyser le fonctionnement du cerveau en temps réel. Et là, vous voyez par exemple les zones bleues. On a fait faire des exercices de poursuite visuelle à des patients. Et les zones bleues, c'est les zones occipitales de poursuite et d'intégration des images. Voilà. Donc, dans les principales lésions qui nous concernent aujourd'hui, donc parmi vos salariés ou vos collaborateurs qui vont reprendre le travail après une lésion cérébrale acquise, ils auront en gros trois types de lésions. Soit un accident, des séquelles d'accident vasculaire, soit des séquelles de traumatisme crânien, soit plus rarement des séquelles de tumeurs cérébrales. Donc évidemment, ces lésions ne vont pas être sans conséquences. Elles vont se traduire par, hélas, des déficiences, une incapacité, un handicap, alors qui va pouvoir être visible ou invisible. Peut-on faire une revue un peu rapidement des différents types de répercussions possibles de ces lésions cérébrales? Voilà. Donc, pour commencer, voici des images de scanner et d'IRM. À gauche, c'est un scanner, et vous voyez la zone marron, c'est la zone qui a été détruite par un accident vasculaire qui est lié à un problème de sténose d'une artère, dans le cas d'un problème de cholestérol et d'hypertension artérielle. Et là, à droite, vous avez une IRM, donc on voit encore mieux les images, on voit toute une partie du cerveau. Donc le message que je voudrais vous dire, c'est que quand même, votre salarié, il va reprendre le travail avec 20% de cerveau en moins. Et comment on fait pour travailler avec 20% de cerveau en moins? Là, ce sont des séquelles, alors c'est un peu plus technique, les petites zones noires, là, on voit que c'est des séquelles de traumatisme crânien. Et là, c'est un peu différent parce que les lésions vont toucher un petit peu partout dans le cerveau. Ça ne va pas être une lésion focalisée, donc on va avoir plusieurs fonctions qui vont être perturbées. Et là, c'est une image, un exemple de tumeur cérébrale. Vous voyez que c'est quand même très impressionnant. Donc, les conséquences, elles vont être plus ou moins nombreuses. Chaque individu est différent, bien entendu, en fonction de la lésion cérébrale. On peut avoir des problèmes moteurs, c'est ce qui se voit le plus. Un côté paralysé, par exemple, ou une paralysie du visage. On peut avoir des problèmes sensitifs ou sensoriels, par exemple des troubles visuels, des troubles de l'audition. Quand c'est le côté gauche du cerveau qui est touché, on peut avoir des problèmes de parole, on appelle ça l'aphasie. Les gens ont du mal à trouver les mots, ils ont du mal à comprendre les phrases.
Et puis ce qu'on va trouver quasiment toujours, c'est ce qu'on appelle les problèmes cognitifs, les problèmes de fonctionnement global du cerveau, avec toujours une fatigabilité, une fatigue, de la lenteur, des problèmes de mémoire, des problèmes d'organisation. Et ça, vraiment, là, on est un peu au cœur du handicap invisible parce que dans la vie quotidienne, ça peut ne pas se voir. Mais dans la vie professionnelle, vous comprenez bien que ça va poser des problèmes de fonctionnement et de productivité. Les séquelles psycho-comportementales sont aussi très importantes. Dans un cas sur deux, il va y avoir des problèmes d'anxiété, de dépression, de nervosité, on va dire, ou alors d'apathie. Là aussi, ça fait partie du handicap invisible. Et c'est souvent des choses qui sont mal comprises par l'entourage professionnel et qui peuvent être aussi mal vécues. Si un salarié s'énerve pour un rien, ou s'il s'endort sur son lieu de travail, ça va être très très mal vécu et il faut que vous ayez cette connaissance. Et puis, dernière conséquence, et pas des moindres, des conséquences familiales et sociales. Bien entendu, toutes ces répercussions qu'on voit au niveau professionnel, on les a aussi au niveau des amis et au niveau de la famille. Alors, la prise en charge et le parcours de soins seront largement détaillés Oui. plus tard dans notre webinaire. Mais déjà, quelles sont les 3 grandes étapes auxquelles se préparer, s'attendre? Voilà. Donc là, on rentre un petit peu plus dans le cœur des explications pour vous, dirigeants et chefs d'entreprise et cadres. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après une lésion cérébrale, il y a un parcours de soins qui est long, qui va s'étaler sur une période de 2 à 3 ans, qui est la période de plasticité cérébrale, comme je vous disais, de réparation du cerveau. Et cette période de 2 à 3 ans, en fonction de la gravité, c'est une période qui est incompressible. En gros, si on reprend le travail trop tôt, avant cette période, on augmente le risque d'échec professionnel. Alors, ce n'est pas systématique, mais on prend un risque d'échec professionnel. Parce qu'il y a 3 étapes à respecter. La première, la phase aiguë, vous est évidente, c'est les urgences, les services de neurologie, de neurochirurgie. Ça va durer une quinzaine de jours. Et ensuite, il y a une longue phase de rééducation, d'adaptation, qui va durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, qui va passer dans des services de rééducation en centre, puis une longue période en secteur libéral, avec de la kiné, de l'orthophonie, de la psychologie, de l'ergo, etc. etc. Enfin, il y a toute une grosse phase de rééducation, d'adaptation à domicile, et là, vraiment, le travail n'a pas sa place. Donc nous, c'est ce qu'on explique aux patients qui veulent retravailler trop vite. Et c'est ce qu'il faut aussi que les dirigeants comprennent, vraiment cette phase. Elle est hyper importante parce que la personne doit se préparer au retour au travail. Et si on intervient trop tôt, il n'est pas prêt. Et la troisième phase, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est la phase de réinsertion, vraiment. Réinsertion sociale et professionnelle. Et donc là, on en parle un peu plus. Eh bien, merci beaucoup, Docteur Viard, pour cette entrée en matière qui nous a permis de comprendre le substrat, le support des lésions qui risquent d'arriver. Et à présent, après la théorie, nous allons passer à la partie un petit peu pratique avec des exemples choisis. Et nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Vialard, qui est DRH chez Altis. Bonjour Bruno. Et vous allez nous expliquer, Bruno, le retour à la vie professionnelle de Karen, qui a été victime d'un AVC en juin 2020 et qui, grâce à l'adaptation, la réadaptation de son profil de poste, a pu réintégrer l'entreprise. Vous nous rapporterez également d'autres témoignages qui ont été recueillis auprès d'autres confrères DRH afin d'élargir les retours d'expérience et donc le socle des questions qui suivront pour le docteur Viard. Racontez-nous l'histoire de Karen depuis son AVC le 15 juin 2020 à l'âge de 49 ans, alors qu'elle était en voiture et conduisait. Absolument, merci beaucoup. Je voudrais d'abord la remercier, Karen, parce que la priorité, c'est ça. Elle a bien voulu témoigner. Et je pense que, comme l'a dit le docteur, chaque cas est particulier. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter Karen, effectivement. Karen, sa vie a changé. Nous étions le 15 juin 2020, 3 mois après la Covid. Et donc, elle était au volant. Et à 13h15,
elle a subi un AVC en compagnie de son fils de 13 ans. Et là, imaginez, vous êtes en voiture, et je pense que l'instinct de survie, alors le docteur en parlerait mieux que moi, mais lui a permis d'aller jusqu'à chez elle. Et là, son fils a eu le réflexe assez incroyable d'appeler son papa et lui a dit Papa, maman déconne plus que d'habitude. Ah, parce que maman déconne a priori, Je mais crois qu'il m'a là, d'abord dit qu'elle les il a connaît, ce d'abord qui qu'elle était est normal, et puis absolument, finalement, mais plus que plus. d'habitude. Mhm. Et là, le mari est rapidement arrivé et effectivement a rapidement vu qu'il y avait un problème. Alors il a tenté, et là c'est un petit peu particulier, d'appeler le 18, les pompiers qui ne sont pas venus. Et donc il a été rapidement à l'hôpital Mermoz qui n'était pas très loin. Et là, évidemment, tout change puisqu'elle a été elle a été très rapidement prise en charge et elle était opérée 1 heure et demie plus tard, puisque je crois qu'elle a été opérée à 15h30, donc 13h15 l'AVC, 15h30 d'un caillot dans le cerveau. Et donc c'était un AVC grave. Alors personnellement, bon, je ne suis pas médecin, mais c'est ce qui m'a surpris, comment elle est arrivée avec un AVC grave à conduire. Alors là, c'est vraiment l'instinct de survie, je pense, hein, et qui lui ont permis d'arriver. Et après, elle a dit, j'ai lâché prise. Et après, évidemment, après l'opération, bah, tout change. C'est une autre Karen qui revient. Et j'entends bien le docteur. Alors, Karen, elle est revenue assez rapidement, puisqu'après 9 mois d'arrêt. D'accord. Alors, elle est restée quand même 15 jours dans le Oui, service de réanimation, c'est-à-dire qu'elle nous a expliqué qu'elle a repris ses esprits au bout de 4-5 heures. Et puis après 15 jours en réanimation, elle est revenue à la maison, aidée par son mari, ses enfants, son fils et sa fille. Elle a eu une nouvelle opération mi-juillet 2020 avec un stent au niveau de l'artère du cou. Donc, elle va rester 9 mois en arrêt, avec une seule envie, reprendre une vie normale, et notamment son activité professionnelle, parce qu'elle avait un petit peu le sentiment d'avoir abandonné ses collègues. Alors, côté entreprise, comment est gérée cette assez longue absence? Est-ce qu'on la remplace comme pour un congé maternité, ou est-ce qu'on se réorganise en interne? Vous êtes vous-même arrivé chez Altis en novembre 2020, donc expliquez-nous un petit peu cette longue absence. alors évidemment, en tant que DRH, vous vous dites, bien sûr, on pense aux salariés, mais évidemment, on pense aussi à l'organisation du service. Mhm. Et nous ne l'avons pas remplacé. Et là, et je tiens vraiment à remercier toute la chaîne managériale, dont évidemment Sébastien. Et les missions de Karen ont été réparties sur l'équipe. Alors, il y a une surcharge de travail assez importante parce que il faut savoir que Karen était beaucoup sur la route. Elle Mhm. s'occupait des associations, elle portait les packs d'eau, etc. Et que, évidemment, ça, plus question. Bien Plus sûr. question. Donc, on a une nouvelle Karen, comme elle le dit elle-même, hein. Et donc, Sébastien a évidemment fait beaucoup de flexibilité. Elle est d'abord revenue quelques heures, etc. Et ça, c'est vraiment Mhm. une organisation qui est complètement différente. Donc ça veut dire que pendant son absence, on s'est finalement débrouillé en interne. On a peut-être laissé un petit peu des projets de côté Absolument. aussi. On prend la charge de travail, on se la répartit dans la mesure du possible. Donc là, elle trépignait d'impatience de reprendre, mais elle a quand même été freinée pendant plusieurs mois, retenue par le médecin du travail, qui préconise un retour progressif. Donc elle est d'abord revenue à 50%. Et il y a de vraies raisons à cette restriction. On va d'ailleurs beaucoup en parler avec vous, docteur Viard, parce que la personne, elle n'est plus la même après un AVC, qui laisse un certain nombre de séquelles. Alors, lesquelles et pourquoi il n'est pas possible de reprendre à 100%? Ben, le docteur l'a très bien dit, hein. On est une autre personne, puisque lui a préconisé, j'ai bien entendu, donc je le saurai, j'espère qu'il y en aura le moins possible, mais pour la Mhm. prochaine fois, pas de reprise avant 2 ans. Donc là, elle a repris après 9 mois. Alors je pense que le docteur signalait bien les conséquences familiales aussi. Et Mhm. je crois que son fils a grandi sûrement plus vite que les adolescents, puisque 13 ans. Et il s'est beaucoup occupé de sa maman, j'ai compris ça. D'ailleurs, elle le surcouvre et c'est chouette quand elle en parle. On voit Mhm. que ça a été très émotionnellement très fort. Et elle avait besoin de reprendre parce que je pense aussi, et ça c'est vraiment à mettre au crédit d'Alpetis, comme on ne l'a pas remplacé, et ben elle s'est dit waouh, j'ai tout mon poste. Après, bon, on ne peut pas reprendre
de la même manière, donc interdit les déplacements. Donc on a refait du sur-mesure. On lui a fait un poste vraiment sur-mesure avec une reprise très progressive, avec d'abord plusieurs heures. On l'a surtout beaucoup écouté. Parce que nous, on ne connaît pas. Hein. C'est elle. Il y a des instants de fatigue très fortes, effectivement, docteur. C'est ce que vous signaliez. Et puis, et ben, un peu d'anxiété pour reprendre aussi, hein, parce que c'est une autre vie qui commence. Alors, il s'agit typiquement ici d'une situation de handicap invisible. Comment ont réagi ses collaborateurs? Donc, elle a quand même eu l'énorme chance d'avoir un manager très empathique, humain, compréhensif et une équipe soudée. Mais si tout n'est pas si idyllique, est-il du ressort du DRH de préparer ses collaborateurs, de faire de la pédagogie? Je ne sais pas, moi, éventuellement, de prendre, alors le mot est peut-être un petit peu fort, mais des sanctions disciplinaires pour un collaborateur qui pourrait être malveillant, ne comprenant pas cette fatigue excessive, cette inefficacité. Le DRH, son rôle à ce moment-là. Je crois qu'il y a un rôle qui est très important, un rôle de formation, notamment de l'équipe, pour expliquer que Karen, elle va revenir différemment. Et ça, c'est très important. Alors, on pourra compléter avec... aujourd'hui, j'ai pris plein de notes, hein, et me dire que on expliquera les lésions qui sont malheureusement définitives et que chaque AVC, notamment des gros AVC, laisse des séquelles. Il y a eu une bienveillance absolument remarquable pour l'arrivée de Karen. C'est pour ça que peut-être qu'elle a repris un peu plus tôt, parce qu'elle avait peut-être moins cette appréhension et elle savait qu'elle allait être bien accueillie. Voilà. Alors aujourd'hui, Karen, elle est à 70%. Une nouvelle fiche de mission a spécialement été élaborée pour elle, afin que son nouveau poste utilise au mieux ses compétences, tout en tenant compte des séquelles de son AVC. Que préconisez-vous aux managers et aux DRH qui nous écoutent? Là, il faut vraiment une très grande capacité d'adaptation. Et c'est la personne qui, entre guillemets, va décider. Voilà, toutes les semaines, il y avait de la communication récurrente, savoir comment elle se sentait, parce que notamment au début, on ne connaît pas plus qu'elle. Hein. On découvre aussi parce que une personne qui a eu une grave maladie, parce que j'estime que c'est une grave maladie, il faut savoir quels sont son ressenti. Ces équipes, ils ont fait un poste sur mesure, éviter le plus possible les déplacements en voiture. Elle faisait énormément de déplacements en voiture. Alors, on va dire qu'elle n'avait pas un poste de sédentaire. Des packs d'eau, c'est dans l'événementiel, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui est sur le front, qui fait tout, c'est pas sa fonction de porter les packs d'eau, mais quelqu'un de volontaire. Absolument, qui était très empathique vis-à-vis de nos adhérents. Et ça, c'est fini. Donc voilà, on a fait un poste vraiment plus sédentaire, entre guillemets, qui lui corresponde aussi, où elle se sente bien. Voilà, effectivement, elle a repris à 50, puis maintenant à 70%. Alors, au-delà du cas de Karen, vous avez aussi enquêté auprès d'autres DRH confrontés à des situations alors plus ou moins similaires à celles que l'on vient de décrire pour Karen. Qu'en avez-vous retiré et quelles ont été les expériences rapportées? Quelles sont les similitudes et les différences? Alors, les pathologies ne sont pas forcément les mêmes, mais le point commun, c'est qu'on revient et qu'on n'est plus la même personne. Absolument. La première chose, me semble-t-il, est de s'assurer, là c'est le médecin, notamment le médecin du travail, de la capacité de la personne à revenir déjà. Revenir à temps partiel, mais déjà de revenir. Parce que comme l'a dit le docteur, peut-être qu'il y a des envies, mais il y a aussi sa capacité vraiment à pouvoir reprendre le travail. Et donc là, évidemment, le médecin du travail a un rôle on ne peut plus important, puisque c'est le seul, avec une visite médicale, qui va évaluer les capacités physiques et cognitives du patient. Et voilà, c'est uniquement après ce rapport circonstancié qu'on va pouvoir adapter. Voilà. Effectivement, les autres personnes, ce n'était pas forcément des AVC, mais j'ai eu une opération à cœur ouvert d'une personne très grave aussi. Et il y a des similitudes, notamment sur la flexibilité. Le retour très progressif. Avec la personne me disait, alors, au début, au bout de 3 heures, j'étais fatigué. Dans la journée, 3 heures, alors une journée fait entre 7 et 8 heures, mais 3 heures, c'était déjà beaucoup. Voilà. Alors, si on reparle du cas de Karen, on est presque dans un cas d'école, finalement, où tout se passe au mieux. En quoi les DRH doivent-ils être préparés à toute éventualité et donc informés, formés? La familiarisation avec ces situations
neurologique de handicap acquis fait-elle partie de la formation initiale du DRH, ou alors est-ce qu'on apprend sur le tas quand on est confronté à la situation? Là, je vous réponds franchement, on apprend sur le tas. Voilà. Et voilà. Mais bon, je pense que l'expérience, eh ben, d'avoir eu une personne comme ça, ben, on évite des erreurs, hein, parce que bon, on fait vraisemblablement des erreurs en tant que DRH. On n'est pas formé pour ça. On n'est pas médecin, je le rappelle, hein. Ce que je rappellerai, ce qui est très important, me semble-t-il, c'est la flexibilité. On doit s'adapter. Le soutien psychologique aussi, afin d'aider le salarié à gérer le stress, les émotions. C'est des choses qui me semblent très importantes. La formation, il me semble qu'il est nécessaire d'informer le service que la personne elle va revenir différemment. Voilà. Voilà. Et je me rends compte que la lenteur notamment, c'est quelque chose dans les 3 personnes que j'ai vues qui au départ notamment est un symptôme important. On va moins vite. Le docteur parlait de productivité. Je pense qu'on a moins de productivité, effectivement. Et ça, bah, c'est pas forcément facile, hein, pour un DRH. On se dit, bah tiens, voilà, et je vais perdre la productivité. Et là, chacun réagira comme il doit réagir, mais il faut en tenir compte, c'est tout. Et voilà, c'est comme ça. Si on a les moyens de pouvoir recruter un alternant en plus, etc., il faut le faire. Parce que la personne, elle ne pourra pas faire autant qu'avant. Et voilà. Et voilà, vous venez de le dire très clairement, on n'est pas préparé, et c'est bien pour cela qu'on souhaite partager avec vous cette expérience aussi, pour vous donner des clés, puisque quand ça arrive, parce que ça peut arriver à chacun, et on est quand même bien démunis. Et c'est pour ça que vos témoignages et vos conseils sont plus que les bienvenus. Merci infiniment, Bruno, pour nous avoir rapporté si fidèlement le cas de Karen et tout l'empathie, l'humanisme qu'on met dans l'accueil de ce salarié qui revient, parce qu'en fait, chacun a un rôle tellement important. On va y revenir avec vous aussi, docteur Viard, mais son entourage familial, son entourage. Vous m'avez dit en préparant cette émission, j'ai observé une bienveillance, presque une amitié, c'est-à-dire une équipe qui est à l'écoute. C'est pas juste un élément de l'équipe qui revient, qui reprend sa tâche. C'est non, il y a un côté quand même très humain, en fait, où chacun se voit aussi un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que ça peut tous nous arriver. Je vais demander, avant de passer à notre troisième partie, au docteur Viard, peut-être de réagir sur le cas de Karen. Qu'est-ce que cela vous évoque? Est-ce qu'on est dans un grand classique? Est-ce que... Alors, on n'est pas dans un grand classique. On est dans quelque chose quand même un petit peu hors de ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire un degré d'empathie et de bienveillance quand même que vous avez su générer, et aussi la capacité de vos équipes en termes de ressources humaines de pouvoir gérer ce problème. Mais il y a aussi souvent, et puis les personnes qui nous écoutent le savent, peut-être sur des petites entreprises, sur des postes uniques, essentiels, sur des entreprises peut-être un peu isolées, évidemment ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là c'est le cas théorique idéal, et franchement c'est très bien de le présenter, mais malheureusement on sait que dans la pratique, des fois c'est pas aussi simple. Et puis il y a aussi le fait que Karen a pu être opérée très rapidement. Et bon, maintenant, ça se fait de plus en plus quand même, et qu'elle a très bien récupéré. Enfin, je ne la connais pas, mais elle semble avoir un niveau de récupération élevé. Comment savoir qu'un collaborateur souffre de séquelles et de lésions cérébrales? Alors, comment le savoir? C'est un vrai problème, c'est une vraie question, parce que la seule personne qui est censée savoir la pathologie du salarié, du collaborateur, c'est le médecin du travail, et bien entendu le médecin traitant. Mais sur le plan professionnel, le DRH ou la direction n'est pas censé être au courant. Et ça, c'est une vraie difficulté, et c'est à double tranchant. C'est-à-dire, si l'employeur est bienveillant, comme c'était le cas dans Alpetis, à ce moment-là, c'est important que le DRH soit au courant de la pathologie, en gros, et qu'il puisse appuyer sur un échange avec le médecin du travail et le collaborateur. Mais si
il y avait des difficultés des fois avant avec le chef d'entreprise ou la direction, ou s'il y a dans cette entreprise des difficultés comme on peut avoir aujourd'hui, ça peut être un danger, entre guillemets, que la personne donne le diagnostic à son employeur. Alors, je parle par expérience parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ont été licenciés, soit de façon tout à fait juste, mais des fois un peu à tort, c'est-à-dire que à ce moment-là, la maladie peut être prise comme prétexte pour un licenciement. Donc, le conseil à donner aux salariés, c'est-à-dire il faut, voilà, quelle est votre relation, et je pose la question avec votre employeur, est-ce que c'est une relation de confiance, est-ce que vous le connaissez depuis longtemps, etc. Et on a toujours une discussion en disant il faut le dire, pas le dire. Et donc, pour vous, dirigeants et cadres, donc c'est compliqué aussi d'avoir une position unique. Voilà. Alors, on peut pas. Mais idéalement, il faudrait que vous soyez au courant du diagnostic. Ce que je vous encourage à faire, quand un salarié, que ce soit d'ailleurs pour une lésion cérébrale ou pour une maladie chronique, c'est valable pour la maladie chronique, est absent plus de 2 mois, on va dire, ou 3 mois, c'est vraiment d'avoir un entretien de confiance avec la personne quand il reprend le travail, après la visite de pré-reprise, bien entendu, pour voir un petit peu, en gros, poser des questions. Je ne veux pas entrer dans le secret médical, dans votre intimité, mais est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui ce qui vous gêne pour le travail? Voilà. Alors, le retour à l'emploi après un AVC peut quand même s'avérer délicat. On a découvert, je vais vraiment des guillemets, mais le cas d'école de Karen qui lui s'est très bien passé. Qu'est-ce qui est le plus important? Le dialogue avec le salarié, les échanges avec le médecin du travail qui a l'expertise de la situation, les deux. Quelles sont les différentes configurations rencontrées en fonction aussi de la taille de l'entreprise? Parce qu'on Alors, n'a pas les mêmes ressources. tout à fait. Alors, donc déjà, si c'est une petite entreprise avec un poste clé, ça va être extrêmement compliqué. Bon, je ne donnerai pas d'exemple, mais par exemple pour les commerciaux qui ont un rôle avec beaucoup de déplacements en voiture, un rôle de communication, d'organisation, de planification. Pour les commerciaux, ça va être très compliqué de reprendre le même travail, franchement. Mais la première des choses, et c'est pour ça que c'est bien que vous soyez présent aujourd'hui, c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau, ce que j'ai essayé de vous transmettre rapidement, et que du coup le cerveau va plus être le même tout à fait, et que les conséquences vont être négatives sur la productivité. Mais néanmoins, la personne reste une personne, ça reste vos salariés, et comment, avec bienveillance, avec patience, beaucoup de patience, et avec la collaboration de professionnels spécialistes, on y viendra tout à l'heure, comment vous pouvez quand même refaire une place à votre salarié cérébrolésé ou atteint d'une maladie chronique. Et c'est possible. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu, alors depuis le 1er avril 2022, pour les arrêts de plus de 30 jours et inférieurs à 60 jours, un rendez-vous de liaison peut être mis en place avec le collaborateur et son entreprise. La situation, elle est différente en cas d'un arrêt de travailleur supérieur à 60 jours. Est-ce que vous pouvez nous refixer un petit peu les idées là-dessus? Et c'est vrai qu'au-delà de 2 à 3 mois, la visite médicale de pré-reprise est obligatoire. Et c'est vraiment une des bases de la reprise de travail après la lésion cérébrale. Et cette visite de pré-reprise, on la conseille même bien en amont, 3, 4 mois avant la reprise théorique effective, pour que déjà le médecin du travail puisse commencer à réfléchir avec l'employeur à l'adaptation du poste. Parce que si on fait une visite de pré-reprise 2 jours avant ou une semaine avant, ça va être un peu la panique et on va repartir sur l'arrêt de travail en attendant que le poste soit adapté. Afin de toujours bien accompagner le retour de son salarié, quels sont vraiment les conseils principaux à retenir? Il faut vraiment privilégier un retour avec un temps partiel thérapeutique. Alors, la plupart du temps, je dirais dans 90% des cas après lésion cérébrale,
il faut un temps partiel thérapeutique, un mi-temps, voire même moins des fois. On a des personnes qui reprennent à 10%, à 20%, puis on augmente progressivement le temps de travail. Et on se laisse des périodes assez longues, 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour augmenter éventuellement progressivement le temps de travail. Si on va trop vite, et des fois si on écoute un peu trop le salarié, on peut se faire piéger et le salarié en fait va s'épuiser et les équipes aussi autour peuvent trop rapidement s'épuiser. Donc le maître mot finalement c'est la plasticité, aussi bien pour le cerveau qui va refaire ses connexions, qui va récupérer, que la plasticité dans l'équipe, parce que finalement c'est pas figé. On dit ce pourcentage, il est complètement, on le revoit, on le révise, on augmente, on diminue, on s'adapte, parce qu'il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas tout, on n'a pas une boule de cristal pour Absolument. savoir comment les... Il faut que l'entreprise soit, si possible, plastique et s'adapte à la situation. Alors je dirais, là je vais donner enfin une piste qui est utilisée par beaucoup de petits entrepreneurs avec qui on est en contact, des entreprises familiales ou des petits groupes, où en fait le salarié ou le collaborateur est un peu pris comme dans une ambiance un peu familiale. Et ce qui peut se passer, c'est que le salarié a tellement envie de reprendre son travail qu'il peut, comment dire, soit mentir, soit exagérer un peu ses capacités, soit aussi, et ça c'est pour les traumatismes crâniens, ne pas se rendre compte suffisamment de ses capacités. Et donc il peut très bien dire en entretien au RH, oui ça je peux le faire, ça je peux le faire, je peux le faire, puis en fait c'est pas possible. Il se ment un peu d'abord à lui-même, Il peut parce se que lui, mentir, il il a rêve de tellement retourner envie, à sa vie voilà. d'avant. Nous c'est ce qu'on voit, ils ont tellement envie de retravailler tout de suite à plein temps comme avant. Et nous on met toujours la pédale de frein parce que les risques sont très très importants. Et donc, un petit conseil, si vous pouvez ou si vous souhaitez avoir un entretien en compagnie d'un proche, c'est-à-dire du conjoint ou vraiment d'un proche du salarié, ça peut être très utile parce que le salarié peut très bien vous dire oui, j'ai pas de problème pour conduire. Et par exemple, le conjoint va dire ah oui, mais docteur, oui, enfin, ou monsieur, il peut très bien aller chercher le pain avec sa voiture, mais si jamais il faut faire 50 km ou 40 km, il s'endort au volant, il se perd, il panique et il est obligé de s'arrêter. Voyez. Et ça, si le responsable n'a pas cette information, bah, ça peut être catastrophique. Et seul le conjoint ou le proche a cette information. Donc j'encourage, si possible, et c'est évidemment avec l'accord du salarié, hein, c'est sûr, de pouvoir faire des entretiens des fois avec des proches. Merci Tous ces beaucoup. conseils, pardon, sont vraiment des conseils généraux et c'est pas, après c'est vraiment du cas par cas. On nous demande, avez-vous des conseils à donner pour un salarié qui aurait eu son AVC pendant une période de non-activité et qui est en phase de recherche d'emploi? Faut-il l'annoncer avant l'entretien ou le cacher? La question que vous posez est une question très complexe parce qu'il va falloir en fait réévaluer le projet professionnel. Le poste est perdu, la personne est perdue. Et donc c'est là qu'il faut faire appel à des professionnels de la réinsertion professionnelle pour personnes cérébrolésées. Et là, ce sont les unités UEROS que vous avez citées au début. Et Donc rappelez-nous voilà. l'acronyme, tout le monde ne Alors, le connaît pas. Unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation socio-professionnelle, donc, dont j'en coordonne une sur le CHU de Bordeaux. Donc ce sont des unités, des équipes de spécialistes avec médecins, psychologues, psychologues du travail, ergonomes, ergothérapeutes, formateurs professionnels, qui sont entièrement spécialisés dans la réinsertion professionnelle des personnes cérébrolésées. Voilà. Il y en a à peu près une trentaine en France et on prend en charge à peu près 1000 nouvelles personnes en France. C'est-à-dire pas beaucoup, mais ce sont les cas les plus sévères. Hein. Donc des personnes qui ont perdu tout travail, qui ont perdu tout repère, qui peuvent avoir des séquelles graves. Et donc dans ces cas-là, j'inviterai vivement la personne qui a posé la question à poser la question au médecin du travail en disant
pourquoi ce salarié n'irait pas vers une UROS. Y a-t-il des risques de rechute si le salarié revient trop tôt? Et est-ce que cela peut être à l'origine d'un second AVC? Absolument. C'est aussi pour ça que on met en garde à la suite d'AVC, donc à la suite de traumatisme crânien, non. Mais à la suite d'accident vasculaire, c'est possible parce que le stress, l'anxiété, le stress professionnel, la fatigue professionnelle sont un risque d'accident vasculaire, un risque de rechute d'accident vasculaire cérébral. Donc c'est du principe de précaution, mais oui. en même temps... Donc quand on reprend le travail après un AVC, dans la mesure du possible, il faut réduire les facteurs de stress professionnel. Parce qu'il y a un risque. Et c'est pour ça que les médecins du travail, les médecins traitants, les neurologues, les cardiologues disent attention, après un AVC, vous pouvez reprendre, mais dans des conditions de travail moins stressantes. Est-ce qu'il y a des liens entre le burn-out et l'AVC? Alors la réponse est oui, il y a un lien très fort entre lésions cérébrales, que ce soit AVC, traumatisme crânien et burn-out. Parce que le burn-out, en français, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Et évidemment, quand vous avez un cerveau qui est lésé, eh bien cet épuisement professionnel, il peut arriver beaucoup plus tôt. Et nous, c'est notre crainte toujours, quand on voit les gens qui veulent repartir trop vite au travail et que le cerveau n'a pas suffisamment récupéré, notre crainte, c'est le burn-out. Dans ma spécialité chez les médecins, on en voit quand même beaucoup. Et je peux vous dire que c'est très très difficile de s'en relever. C'est pour ça, moi je dis à mes patients, si vous reprenez le travail trop tôt et trop vite, vous risquez le burn-out. Voilà, oui. Voilà. Vous risquez le licenciement, mais vous risquez aussi le burn-out. Ouais. Donc là, vous n'avez rien gagné du coup. Ah non. Donc c'est vrai Donc que il vaut c'est... mieux attendre un peu. Voilà, patienter. Qu'est-ce qui fait que vous devez reprendre le travail dans 6 mois ou dans un an? Qu'est-ce que ça va changer Oui, en dans même votre temps, vie? il y a le bien-être mental aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même une équation qui est pas simple parce qu'on est tellement sur de l'humain qu'on n'est pas tous égaux face à cette... certains vont être aidés par cette reprise, de reprendre des responsabilités, d'être intégrés dans un cadre, de retrouver leur place. Ça peut au contraire les faire progresser. Vous avez tout à fait raison, parce que dans les études, un des facteurs de qualité de vie primordial chez les personnes cérébro-lésées, 5 ans et 8 ans après la cérébrolésion, c'est la reprise professionnelle. Donc c'est vraiment un enjeu, la reprise professionnelle, mais il faut qu'elle se passe bien. Parce que si la reprise professionnelle se passe mal, c'est l'effet inverse. Donc vraiment sous surveillance, réévaluation, discussion, c'est-à-dire que le DRH, le manager doit être... voilà, l'affaire, elle n'est pas close, quoi. C'est-à-dire qu'on est sous quelque chose qui reste latent et qui demande une attention de chaque instant, finalement, pour être sensible à tout signe. Voilà. Ça, c'est sûr que aussi une des recommandations, c'est que si vous reprenez en charge votre collaborateur cérébro-lésé, ça ne sera jamais un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que, comme dans toute maladie chronique, il peut y avoir des rechutes, il peut y avoir des hauts, des bas, mais donc il faut être patient, il faut être compréhensif, il faut connaître la maladie, il ne faut pas s'énerver quand le collaborateur fait une faute, parce que c'est pas de sa faute. Oui, il faut devenir indulgent, faut voilà. être... Il faut beaucoup de bienveillance, si possible. Revenons-en à ces UROS. Les prises en charge en UROS sont-elles longues et surtout, qui en fait la demande? Alors, toute personne peut en faire la demande. Le médecin traitant, le médecin du travail, les organismes, le France Travail, toute personne peut faire la demande. Il suffit d'envoyer un coup de téléphone, une demande écrite aux UROS. Vous avez toute la liste des UROS sur Internet, vous tapez. Il y en a dans chaque région, il y en a une trentaine en tout, je vous l'ai dit. Ensuite, on constitue un petit dossier médical et puis les choses se font. Pour entrer dans les stages professionnels à l'UROS, donc il y a plusieurs parties. Il y a une première phase d'évaluation où on va faire des bilans neuropsychologiques, des bilans physiques, des bilans professionnels, et ensuite il y aura cette fameuse phase de réentraînement. Et ça fait l'objet de stages professionnels qui peuvent durer de 3 à 6 mois, et ces stages professionnels se font sur orientation des MDPH, maisons départementales des personnes handicapées, et là c'est nous qui faisons les dossiers pour
faire cette orientation vers les stages professionnels. D'accord, donc ce qu'il faut que l'on retienne et donc que vous reteniez, c'est qu'il y a vraiment des structures qui sont capables de répondre aux questions concernant le retour à l'emploi du collaborateur cérébro-lésé. Et donc on peut les trouver en ligne. Alors on ne va pas les lister toutes ici. Bon, on a cité le CNA, l'URO, il y a l'Association des familles de traumatisés crâniens cérébro-lésés. Il y a beaucoup de... je pense qu'on pourra indiquer un lien pour retrouver aussi Ouais. toutes les structures. Tout à fait, oui, il y a beaucoup de structures associatives qui donnent beaucoup d'informations sur la cerveau-lésion, mais pour les employeurs, vraiment le partenaire le plus important, c'est les UROS. Parce que là, et même d'ailleurs, vous pouvez envoyer un mail ou n'importe quoi, enfin, en posant une situation, en disant voilà, on a un salarié, on ne sait pas ce qu'il a, enfin, est-ce que vous pourriez nous orienter? Et puis, nous, on se met en contact avec le médecin traitant ou le médecin. Enfin, si le salarié est d'accord, il faut que tout ça soit, bien sûr, en pleine transparence avec le salarié pour des raisons éthiques. Merci beaucoup. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière parce on a déjà pas mal répondu et on a déjà abordé, mais est-ce qu'on a vraiment des préconisations particulières, des précautions à prendre qui vont être liées aux séquelles du salarié? Par exemple, celui-ci, il peut se sentir perdu si on change ses habitudes, parce que l'équipe doit être de plus en plus plastique, mais le salarié, lui, il est moins plastique. Il ne faut Oui. pas trop perturber sa zone de confort. J'ai bien compris? Ah, c'est exactement ça. On a souvent le problème. Dans toutes les entreprises, il y a des changements de procédure à un moment ou l'autre, que ce soit... le pire, c'est les changements de logiciels Oui. professionnels. Et là, ça va être très, très, très compliqué pour le salarié cérébro-lésé qui avait ses habitudes. Donc, en fait, on a une mémoire qui est la mémoire procédurale. Et les procédures professionnelles, souvent, sont conservées malgré l'AVC. Mais par contre, ce qu'on appelle la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire pour apprendre des nouvelles procédures, celle-là, elle est très touchée. Et donc, il faudra 2 fois, 3 fois plus de temps aux salariés pour apprendre les nouvelles procédures. Et c'est ça qui peut être compliqué. C'est particulièrement compliqué sur des missions d'intérim où les gens doivent très rapidement s'adapter à des nouvelles procédures. Et puis, ils n'y arrivent pas. Pour faire référence à votre cours de neuroanatomie du départ, quand on dit le collaborateur cérébro-lésé, on voit bien qu'il y a toutes les tailles de lésions cérébrales. Donc ces séquelles, ces conséquences, elles sont complètement liées à l'ampleur, à la prise en charge, Ouais. à plein de choses. C'est-à-dire ce qui est vrai pour l'un, euh, Oui, bien les sûr. séquelles, il y a quand même tout Bien sûr. un grade. Alors, c'est intéressant cette question parce que ça nous amène aussi, et ça c'est une question pour les DRH, comment accompagner un collaborateur qui n'est vraiment plus en état de travailler. Et surtout, des fois, qui ne s'en rendent pas compte. Alors, des fois, ils s'en rendent très bien compte, ils sont très contents, ils disent oh, ben ça tombe bien, j'allais prendre ma retraite, donc je m'arrête. Mais on a souvent le cas contraire. Les gens veulent vraiment travailler, la valeur travail, c'est très important. Mais ils ne se rendent pas compte. Voilà. Et donc, pour le DRH, pour l'employeur, ça va être très compliqué de faire comprendre à la personne qu'elle ne peut plus travailler. Et voilà, ça va être une blessure très grave pour la personne. Et vraiment, c'est comment être bien accompagné par la médecine du travail, mais aussi du coup par les UROS. Parce que notre rôle, c'est aussi de travailler avec la personne à prise de conscience de l'incapacité de travail. Et ça peut prendre des mois et des mois. On fait des groupes de travail là-dessus. On fait des ateliers vraiment qui sont centrés sur la prise de conscience. Et ça évite que ça soit trop violent. Sinon, on peut avoir des dépressions, on peut avoir des idées suicidaires, on peut avoir des passages à l'alcoolisme, enfin, à la suite de ruptures comme ça, trop brutales du contrat de travail. Est-ce qu'au sein de ces structures, on intègre aussi, est-ce qu'on retrouve des patients experts? On a aussi des gens qui vont suivre des formations. Alors là, on a le cas ici avec Karine qui était finalement contente, heureuse de partager avec nous ce témoignage parce que les gens qui ont vécu ça, ben, ils ont envie de partager parce qu'encore une fois, ça peut arriver à tout le monde. Et on a carrément des patients qui font le switch, qui deviennent patients experts pour conseiller parce qu'il y a quand même qui mieux que celui qui l'a vécu pour partager l'expérience. Oui, c'est tout à fait vrai. Là, depuis à peu près 7 ou 8 ans, à la suite de l'expérience dans le monde de la psychiatrie, qui avait un petit peu plus d'avance sur nous, on a intégré de ce qu'on appelle
des patients pères aidants ou des patients experts qui sont soit bénévoles, soit qui ont bénéficié de formation professionnelle pour être pères aidants et qui interviennent dans les équipes, dans le cadre des UROS. Voilà. Et puis il y a aussi la pérédance spontanée. Quand les personnes sont en stage, ils sont environ une quinzaine ou une vingtaine en même temps. Et dans ces 15-20 personnes en réentraînement professionnel, il y en a qui ont eu un AVC ou une lésion cérébrale 20 ans avant, qui ont perdu l'emploi et qui sont en recherche. Et puis il y en a d'autres, ça fait que 2 ans. Et donc il y a des partages d'expériences comme ça, informels, et du coup c'est l'expérience collective dans le cas des UROS qui est aussi vraiment très fructueuse. Et moi, si j'avais un message principal à vous donner, c'est en cas de maladie chronique, et bien entendu en cas de maladie cérébrale, sachez, vous dirigeants et RH et DRH, qu'il y a des professionnels de santé et de la réinsertion professionnelle partout sur le territoire, mais que c'est pas connu. Voilà, c'est pas connu. Mais voilà, donc les médecins du travail en général connaissent bien, donc il faut vraiment s'appuyer sur les médecins du travail. Et sinon, si vous n'avez pas, vous avez les UROS. Eh bien, merci infiniment, Dr Viard. Nous espérons que ce webinaire vous aura éclairé, apporté, en tout cas démystifié, parce que forcément, le cerveau, la boîte noire, ça fait peur. Ce que l'on ne connaît pas fait peur. Donc, on a tout à gagner à mieux connaître, savoir que ça peut arriver dans l'entreprise. Et voilà, n'hésitez pas à contacter ces structures, parce qu'il y a toujours une première fois. Alors, on ne vous le souhaite pas du tout, hein, d'avoir une multiplication de cas et d'expériences. C'est sûr qu'à la deuxième situation, on est plus à l'aise qu'avec la première, mais en tout cas voilà, il y a des structures pour vous aider, et c'était tout l'enjeu, la volonté pour Alptis de partager avec vous ces expériences pour dire que vous n'êtes pas tout seul, et voilà, on peut vous accompagner. Donc on espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à revenir nous voir, et bonne journée à tous.